l'étape principale, le diagnostic, la décision, la solution qu'on va retenir, et puis l'exécution. Il y a un travers qui est très commun, c'est de négliger la partie diagnostic, en fait, de partir sur des solutions toutes faites qui ne sont pas forcément les plus adaptées. Il faut savoir que c'est dans la phase de diagnostic qu'on a le plus de marge de manœuvre, en fait, en termes de coût global que finira par coûter le projet. Une fois que la décision est prise, on a des outils de pilotage, mais c'est pour atteindre une cible dont on ne peut plus trop changer la valeur. Alors, notre méthode, elle consistera, pour la partie diagnostic, on repartira des études et des informations existantes, qu'on s'appropriera le plus objectivement possible, mais de façon critique, pour voir quels sont les éléments manquants. Ces éléments manquants, il faudra les récupérer ensuite, lors de compléments d'études, et quand on disposera de tous ces éléments du problème, alors une solution pourra être trouvée. On se concertera avec les différentes parties intervenantes qui pourront faire valoir leurs arguments respectifs, et ces arguments, là, on disposera de faits établis pour pouvoir évaluer leur pertinence. La partie décision. La partie décision, il faudra toujours prioriser la sécurité des personnes. Le bénéfice au plus grand nombre, la partie économique, le coût le moins important possible, et dans la mesure possible, des solutions durables. Alors, il y a des outils de décision comme ça qui permettent, avec plusieurs solutions, de trouver la bonne décision, les matrices décisionnelles. Ce qui est important, c'est que pour les décisions qui seront sur des chantiers onéreux, au-delà de 100 000 euros, il faudra rédiger un compte rendu de décision, c'est-à-dire archiver une fois pour toutes pourquoi la décision a été prise, quels étaient les arguments qui ont amené à cette décision. La partie exécution, elle commence généralement par l'écriture de cahiers des charges. Il faut des cahiers des charges précis, parce qu'un cahier des charges pas précis, c'est la porte ouverte à des dérives de budget et de planning avec des avenants de commandement non plus finir. Toujours rédigé pour le bénéfice de la municipalité. Et dans la phase d'exécution elle-même, il faudra mettre en place des comptes rendus, des réunions, une fréquence de réunions d'avancement pour s'assurer qu'il n'y a plus de dérive de planning, et ça devra toujours donner lieu à une rédaction de compte rendu d'avancement qui sera partagé. On va pouvoir passer au sujet lourdé. Alors, on a exposé la méthode. Là, vous voyez, lourde ne manque pas de sujets techniques. Alors, on en a retenu 4, les 4 dont les gens parlent le plus: le pont Péramal, la place Péramal, les bornes et la caserne des pompiers. Alors, pensez-vous que tous les aspects qualité coût délai aient été pris en compte dans la définition des solutions qui sont illustrées? Et est-ce que la phase de diagnostic a été suffisante pour choisir la solution la plus adaptée? Bon, je vous laisse ce juge. Concernant le pont Péramal, c'est le truc avec les poutres là-haut. Le pont Péramal, aujourd'hui, il semble établi pour tout le monde qu'il n'y a que le remplacement qui est possible. Et les gens discutent. Alors on sait qu'on va mettre le nouveau pont, suivant quel angle par rapport à la route, combien de voies, est-ce qu'il faudra des pistes cyclables. Pour ma part, j'ai eu l'occasion déjà de lire un compte rendu d'experts qui établissait en fait pourquoi on a rajouté toutes ces poutres, le calcul de structure des contraintes dans les poutres du tablier. Bon, c'est pas un document facile à lire, ça nécessite des prérequis en mécanique des structures et en mathématiques. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle il a été accepté en l'état. Je vous affirme qu'au prix de quelques vérifications complémentaires, il y a des hypothèses qui auraient pu être changées, des hypothèses qui étaient quand même critiques concernant le résultat. Nous ne nous contenterons pas des études existantes, nous les compléterons et nous privilégierons la réparation plutôt que le remplacement du pont. Concernant
La place Peyramale aussi. La place Peyramale, c'est ce qui navre le plus les journées quand on en discute. Parce que vraisemblablement, c'est un endroit où on passe systématiquement quand on vient faire ses courses au centre-ville, et que tout le monde sait que sa réouverture et la réouverture du parking qui est en dessous sont indispensables pour la redynamisation. Bon, c'est aussi l'illustration d'une politique trop court terme du patrimoine. J'avais un chef avant, il disait gérer, c'est prévoir. Alors en l'occurrence, là, rien n'a été prévu, les solutions seront arrivées plus tard. Et nous ferons un audit technique du patrimoine, je m'occupe de technique, un audit technique du patrimoine pour identifier s'il y a d'autres sujets similaires qui pourraient survenir. Et cette fois, les traiter en amont et anticiper de pareils gâchis. Il n'empêche qu'il faudra la réouvrir. Il y a un contentieux en cours, qu'il faudra attendre l'issue du contentieux pour engager les travaux. Ça ne nous empêche pas, dans l'attente, de lancer notre process de diagnostic, de détermination de la plus juste solution possible, préparer les appels d'offres et être prêt quand l'issue au contentieux sera trouvée. Les bornes, on va faire les bornes, on fait les plus compliqués d'abord. Les bornes et le sens de circulation. Alors les bornes et le sens de circulation, là encore, c'est une solution pas bien adaptée à un problème qui existe vraiment. L'installation des bornes et le sens unique ne répondent en fait que partiellement aux objectifs de sécurité qui ont prévalu à leur installation. Et pire même, les bornes, elles ont démontré qu'elles pouvaient être dangereuses pour les piétons et pour les véhicules. On les neutralisera. On va neutraliser les bornes, on va recommencer la phase de diagnostic, trouver une solution adaptée avec les services de l'État et toutes les parties concernées. Et on essaiera de favoriser des solutions à base de parking, navettes, signalisation. Bon, s'il faut, les bornes, on les redémarrera. Il faudra que ça soit démontré. Pour le sens de circulation, on essaiera de rétablir le sens alterné. Si on arrive à faire la démonstration, c'est techniquement faisable. Il y a encore des choses à vérifier en fait. Je passe à la caserne des pompiers. Bon, c'est pas dans l'ordre où je l'avais préparé, c'est pour ça. Alors la caserne des pompiers, la photo, elle n'est pas très démonstrative, mais en fait, j'ai eu l'opportunité de voir des photos de l'intérieur par des occupants. Il y a des fissures qui se propagent, des fuites d'eau. C'est des sujets qui traitent depuis longtemps, mais les désordres des structures aujourd'hui, ils sont plus réparables. Enfin, ils sont réparables, mais économiquement, c'est pas intéressant de réparer. Donc on accompagnera les pompiers pour accélérer la construction d'une nouvelle caserne. Voilà, je vous remercie. Mesdames et messieurs, Jean-Marc Durand. Alors on va revenir à notre soirée avec un prochain invité dans un instant. Il y a beaucoup à faire, on vient de le constater, on le sait tous. Bruno, peux-tu en quelques mots nous parler des autres engagements que vous avez détaillés dans votre programme? Alors, il serait trop long d'être exhaustif, et je vous rappelle que l'ensemble du programme, vous l'avez reçu dans vos boîtes aux lettres, néanmoins, il est toujours disponible sur notre site internet à www.aunondelourdes.fr ou via notre page Facebook. En premier lieu, notre choix, c'est d'orienter notre politique des finances sur 3 axes majeurs. La gestion optimisée des dépenses de fonctionnement et d'investissement, un plan réaliste d'investissement générateur de valeur, la recherche constante de nouvelles ressources par la relance de l'action touristique et commerciale. Ensuite, concernant le cadre de vie, la propreté, la sécurité et la fluidité de nos déplacements, comme je le disais préalablement, seront nos priorités. Nous engagerons une campagne volontariste de rénovation, de rafraîchissement et de végétalisation. Pour lancer l'économie, nous ferons la promotion de nouveaux modes de tourisme, en plus des pèlerinages, le
tourisme de loisirs, par exemple, chasse, pêche, le cyclotourisme, le tourisme sportif. Je parlais tout à l'heure du cyclotourisme que nous avons fait exploser. Mais nous inciterons aussi les visiteurs à découvrir le cœur de l'île, de différentes façons, avec différents projets. Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux ont changé. Lourdes devra s'inscrire dans cette évolution. Ainsi, nous favoriserons les économies d'énergie. Nous sommes engagés sur un pacte d'économie de moins 20% de coût. Nous favoriserons aussi les filières de recyclage à chaque fois que cela est possible. Nous défendrons le maintien de l'hôpital de Lourdes en l'état dans l'attente d'une projection à l'année. Et je rappelle juste à l'occasion que jusqu'à ce que les 12 hôpitaux de Tarbes et de Lourdes soient gérés communément, l'hôpital de Lourdes était en pleine santé. Nous recréerons une foire agricole autour d'un marché de producteurs et nous ferons des marchés thématiques. Notre politique de valorisation du patrimoine sera un véritable levier pour l'enrichissement non seulement des hommes, mais aussi du territoire. Nous souhaitons redynamiser les chemins existants et de découverte du centre-ville à travers différents projets que vous pourrez découvrir plus clairement dans d'autres programmes. Deux petits rappels, le projet Bayeux, tout simplement pour rappeler que les apparitions, si elles ont eu lieu à la grotte de Massalienne, l'histoire s'est déroulée dans le centre-ville. Tous les acteurs, à ce moment, vivaient dans le centre-ville. Il nous paraît essentiel de redonner vie à ces gens, aux endroits où ils ont vécu, et de profiter de nouvelles technologies, comme la réalité avancée, pour replonger les touristes dans le passé et les faire revenir en centre-ville. Nous mettrons en place des festivals, toujours à l'échelle internationale. C'est notre ADN, c'est notre spécificité, mais c'est aussi notre différence et donc notre force. Nous positionnerons Lourdes en tant que ville d'art et d'histoire et nous organiserons des fêtes médiévales et des marchés. Grâce à des projets intergénérationnels et inclusifs, nous vivrons mieux ensemble et nous serons heureux dans la diversité. C'est notre souhait. Nous réhabiliterons les locaux du centre aéré en définissant des espaces d'activité selon les âges. Je ne suis pas sûr qu'il soit beau de mélanger les tout petits avec les adultes. Nous développerons des activités de sport et de loisirs, non seulement au bois, mais aussi au lac. Vous lirez dans le programme des espaces pour les drones, des terrains de beach volley, de beach soccer, de beach rugby, tout en respectant notre biodiversité. Nous pourrons tenir nos engagements grâce aux économies que nous ferons et aux nouvelles ressources budgétaires qui nous permettront aussi de financer nos projets. Aussi, moment important, je souhaite vous présenter, là encore, une personne experte, car il s'agit, pour relever les défis qui nous attendent, d'avoir et d'être entouré par des personnes non seulement compétentes, mais particulièrement expertes et qui ont fait leur preuve. J'appelle donc au micro Marie-Gabrielle Julien, qui sera chargée des finances. Bonsoir Marie-Gabrielle. Alors tout d'abord, merci. Merci à vous tous, Lourdais, qui m'avez accueilli avec mon petit garçon il y a 11 ans, dans cette ville de Lourdes qui a toujours été si chère à mon cœur. Nous avons pu nous construire et multiplier les petits bonheurs dans cette ville à taille humaine, autour de valeurs
d'amitié et de partage. Tant de gentillesse, tant de naturel. Merci. Mon petit garçon est devenu grand. Il a pris son envol. Alors aujourd'hui, je suis prête. Je suis prête à m'engager à vos côtés avec toute mon énergie, tout mon enthousiasme, toutes mes compétences et ma sérénité. Ma spécialité, c'est la finance. Je me suis aguerrie, il y a plus de 25 ans, à la restructuration et à la croissance de nombreuses entreprises. Je suis rompue à la conduite de projets de gestion, à la productivité efficace, au management des équipes. La ville de Lourdes a besoin de professionnels en capacité de se mobiliser pour sortir de l'ornière. Comme vous, j'ai fait cet effroyable constat du couperet qui est tombé en novembre dernier, placardant Lourdes 13e ville dans le classement des villes les plus endettées de France, dans la catégorie des villes de 10 000 habitants. Je suis prête à m'engager pour la ville de Lourdes, une petite ville qui règne sur un territoire incroyable. Nous nous devons d'œuvrer pour qu'elle soit douce et belle, très douce à vivre. Il y a tant de capital en elle que nous nous devons d'œuvrer pour son rayonnement en termes d'image et d'offres adaptées afin que chacun puisse y trouver une constellation d'émotions et d'expériences. Alors nous nous devons de faire des choix. Face à un bilan financier de la ville de Lourdes est plus alarmant, et tout particulièrement dans ces temps de crise annoncés du coronavirus. Il nous faut une forte carrure pour affronter ces tempêtes. C'est pourquoi, dimanche prochain, dès le premier tour des élections, votez Bruno Vignales. Bravo. Afin qu'avec son équipe pluridisciplinaire et de talent, il puisse transformer cette crise en opportunité et reconsidérer l'avenir autrement. Pour que Lourdes, enfin, s'écrive en lettres capitales. Merci. Marie-Gabrielle Gillard. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Alors, Marie-Gabrielle, pardon, merci beaucoup pour ton éclairage. Maintenant, Bruno, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler des projets d'envergure que vous souhaitez porter avec la liste durant ce prochain mandat, s'il te plaît? Ils sont nombreux. Là encore, je vous invite à retourner sur notre programme où il est plus clairement détaillé, mais rapidement quelques-uns. Nous travaillerons à l'installation d'une maison médicale regroupant des spécialités faisant défaut à Lourdes. Nous envisagerons une maison des aînés et des aidants. Ils le méritent. Nous encouragerons l'implantation de supermarchés type non anti-gaspi
pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser les petits budgets. Il permet de remplir son caddie avec des produits à date de péremption courte, certes, mais à des prix vraiment intéressants. Cela permet de diviser le budget alimentaire par 2. Et nous en avons sélectionné 3, vous avez sur les images, mais nous aurions pu en mettre un 4e avec l'accélérateur de start-up du tourisme. Pour là aussi, nous sommes une destination touristique. Notre spécificité, c'est le tourisme. Notre image n'est pas aussi favorable sur notre tourisme. Si nous animions ces start-up qui demain, je vous le rappelle, sur une économie qui est à 2 chiffres tous les ans, si nous animions les start-up depuis chez nous, nous pourrions profiter de ces évolutions et donc là aussi créer des opportunités de l'emploi. C'est notre ADN. Plus précisément, nous avons ces 3 projets. Une zone franche autour de l'aéroport. Pourquoi ça? Tout simplement pour attirer des entreprises sur les filières de l'hydrogène, du ferroviaire et de l'aéronautique. Les entreprises autour de Toulouse sont à l'étroit et nous pouvons les accueillir ici, surtout si elles font de l'export. Nous ne sommes qu'à 1 heure. Et de fait, grâce à cette zone franche, nous pourrions leur faire profiter d'un guichet unique, des énergies à coût réduit, des prêts bancaires facilités et des avantages fiscaux. Ainsi, nous pourrions créer de l'emploi et à travers cet emploi, redynamiser nos commerces et redynamiser notre économie. Ensuite, nous souhaiterions créer un vrai palais des congrès. Alors, dans les comptes de l'aglo, il y a une provision de 15 millions d'euros pour un auditorium. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Nous avons déjà un nombre important de salles de conférence pour rendre Lourdes une destination de congrès et de salons. Vous connaissez tous la salle Padre Pio, mais nous avons aussi un nombre important de salles dans les différents hôtels, les différentes structures de différentes tailles. Il est important de les animer en coordination et de proposer de vraies dynamiques. Par contre, il nous faut un site adapté et pourquoi pas le faire ici. Ça coûte moins cher. Là encore, nous sommes en centre-ville et donc là encore, cela permettrait d'animer la fréquentation et l'économie du centre-ville. Et ce sera moins cher. L'idée, c'est d'agrandir, de faire des salles connexes, d'ouvrir sur un belvédère et de profiter pour augmenter le nombre de stationnements gratuits sur la place Cadevielle, juste derrière à 10 personnes. Ce qui permet là aussi d'alimenter les touristes en centre-ville et avec des systèmes de navettes de pouvoir les amener et se promener dans l'ensemble de la ville et du sanctuaire. Et ensuite, nous avons un autre projet qui nous tient à cœur. C'est le projet que nous avons baptisé Hippocampe à Lac-Coustet. Lac-Coustet étant l'ancienne piscine où nous avons tous des souvenirs mémorables. Et pour vous donner une illustration de la qualité des gens qui m'entourent dans cette équipe au nom de Lourdes, j'invite à me rejoindre Diane, Nicolas, Johan, qui vont vous parler plus précisément de ce projet. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je m'appelle Nicolas Artigot, j'ai 30 ans, j'ai vécu à Lourdes toute ma vie, je travaille à Lourdes et j'ai grandi à Lourdes. Donc depuis tout jeune, je me suis passionné pour un petit vélo. Un petit vélo qui est pas comme les autres, un petit vélo pour faire des figures, ainsi qu'une planche à roulettes. Voilà, donc comme les images sont illustrées, voilà, plutôt que de faire mes devoirs, bon, je les faisais un petit peu quand même, mais j'allais souvent faire du vélo avec mes copains au skatepark à Lourdes et à la piste. Et nous allions aussi souvent dans d'autres skateparks, à Tarbes, à Toulouse, on prenait le train. Et voilà, bon, j'ai jamais arrêté et j'ai toujours continué. C'est un peu la même chose. Donc du coup, excusez-moi, je suis un peu stressé, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, je vous le dis.
je peux lui parler. Ouais. Le temps a passé, il fallait trouver un travail, il fallait trouver une voie. J'ai fait pas mal de petits boulots. Voilà, je me suis pas retrouvé dans tout ce que j'ai fait, mais j'ai quand même réussi à trouver une voie qui était m'occuper des personnes. Donc j'ai commencé à travailler en tant que remplaçant d'éducateur dans un centre spécialisé pour des personnes handicapées à Azerex. Donc ce sont des personnes qui ont besoin qu'on les prenne en charge pour tous les actes de la vie quotidienne. Voilà. Ensuite j'ai décidé de me former et de devenir éducateur. Comme ça je pouvais pouvoir rencontrer d'autres publics. C'est-à-dire des personnes dans la précarité et des jeunes en difficulté surtout. Donc je me suis tourné vers ce public-là et j'exerce le métier d'éducateur dans un centre spécialisé à Lourdes qui s'appelle ITEP Astazou et j'y travaille depuis presque 8 ans. 8 ans, voilà. Alors pour entrer en relation avec ces gamins-là, qui sont dits difficiles, je mets en place une activité. Enfin, j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas partager mes meilleures compétences. Et j'ai mis en place une activité de rénovation et de réparation et de récupération de vieux BMX. Comme ça, dans cette idée-là, on allait faire du vélo avec les jeunes et c'était quelque chose qui marchait très bien. Parce que moi, mes objectifs, c'était surtout qu'ils aient confiance en moi et de créer une relation avec eux. Et après toutes ces expériences, j'ai été bluffé de l'attitude que ces gamins ont. Ces gamins, ils sont incapables de se supporter. Ils sont incapables de supporter les autres. Ils ont des troubles du comportement, ils peuvent être très violents. Mais c'est quand même des gamins. Alors, suite à ça, voilà, j'accompagne ces gamins-là souvent dans des skateparks. C'est encadré et j'y se passe des choses exceptionnelles. C'est-à-dire qu'ils rencontrent d'autres personnes. Ils peuvent être amenés à s'entraider, à partager le matériel. Et c'est des choses qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire. Voilà. Donc ça m'a permis de me rendre compte, hormis la pratique technique du vélo, parce que c'est quand même le BMX, le skate, la trottinette, il y a aussi d'autres sports, le roller, plus plein d'autres sports peut-être qui naîtront dans quelques années, on ne les connaît pas encore. Mais c'est quand même le sport de demain et c'est un sport où il y a beaucoup de... Comment dire? Je me suis perdu dans mon texte. Donc plein de sports qui vont être pratiqués dans le... Voilà, dans cette zone-là. Skatepark. Mais je ne vais pas vous parler de ça d'abord. Moi je voulais un skatepark à la base. Et maintenant, c'est autre chose que je veux. C'est autre chose parce qu'il se joue d'autres choses dans les skateparks. Pour moi, c'est plus un lieu de rencontre, un lieu repéré par les jeunes, un lieu de vie, un lieu d'échange aussi, où il se passe des choses. À Lourdes, ça fait quelques années que les jeunes tournent en rond, j'ai l'impression. Il y a, à part les jeunes qui sont dans des clubs, mais sinon, si les jeunes n'ont pas la possibilité d'être dans des clubs, qu'est-ce qu'ils font à Lourdes? Il y a tout qui est grillagé. Il y a tout qui est grillagé, on ne peut pas faire les choses. Donc voilà, c'est pour ça que je porte ce projet depuis quelques années auprès de la mairie actuelle. J'ai souvent été envoyé aux fraises. Je me suis souvent heurté à plusieurs refus. Voilà, donc ça passait pas. Donc du coup, la population de Lourdes est vieillissante, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes? Bruno est venu me chercher. Bruno est venu me chercher grâce à Diane Soubirous et Johan. Parce qu'il a compris que ce projet avait un sens et qu'on arriverait peut-être à faire quelque chose des jeunes et des moins jeunes. Parce qu'un skatepark, c'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour des adultes, des parents qui peuvent amener leurs enfants, c'est pour des papis, des mamies qui amènent leurs petits-enfants. C'est un sport super impressionnant. Voilà, donc ça pourrait être un atout pour Lourdes et ça pourrait être quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est un plan 3D qu'on a pu faire avec les compétences qu'on a réunies. Et voilà l'endroit dont on rêve pour Lourdes et pour sa jeunesse et pour d'autres. Voilà, donc je vous remercie. Merci Nicolas. Et Diane, Merci Nico pour cette présentation. Donc bonsoir à tous d'abord, je m'appelle Diane Soubirous et je porte le projet de réhabilitation de l'espace Acoustet avec Nicolas et Johan. Comme dit Nico tout à l'heure, il manque quelque chose pour la jeunesse lourdaise. Aujourd'hui, il n'y a aucune structure pour accueillir ces jeunes. Et donc nous avons pensé à réhabiliter l'Acoustet, cet espace de vie que nous connaissons tous,
dans lequel nous avons pu passer des étés entiers à se baigner dans les bassins. Cet espace qui a vu passer des générations entières et aujourd'hui qui regroupe quelques rares sportifs. Donc le but est de réhabiliter cet espace pour en faire un lieu fédérateur de jeunesse, un lieu de vie et animé par les rires des jeunes et des moins jeunes. Ce serait un lieu donc plutôt intergénérationnel, dans le sens où donc, les jeunes pourraient pratiquer leur activité sportive préférée, mais aussi pour les moins jeunes qui regarderaient de manière ébahie les sportifs en faisant des sauts dans le skatepark avec leur planche à roulettes ou leur vélo. Donc ce serait vraiment un lieu de vie vraiment répondant aux besoins des Lourdais aujourd'hui. Et nous avons réfléchi à ce projet tout en faisant un constat de ce que l'on a aujourd'hui. Donc on a une très belle architecture avec un bâtiment style art déco. Donc on garderait le bâtiment en l'état, mais on utiliserait les fosses des piscines pour en faire donc le skatepark. Donc c'est vraiment combiner et réfléchir de manière intelligente à ce que l'on a et ce que l'on peut faire avec ce que l'on a à moindre coût. Ici donc vous pouvez voir sur la photo que nous avons créé ce que pourrait devenir l'espace La Coustette. À côté du skatepark, nous pouvons également créer tout un événementiel artistique, culturel et sportif, en créant par exemple des petites compétitions artistiques, parce qu'également nous avons créé une petite salle dans laquelle les personnes pourraient exposer leur travail. Donc c'est des personnes, des amateurs comme vous et moi, qui ont une petite passion à côté de leur travail. Et au lieu de s'exposer dans de grandes salles, comme par exemple la médiathèque, c'est assez grand, donc ce serait vraiment une petite salle intimiste qui pourrait donc permettre de mettre en valeur des artistes de notre région. De même pour la musique, donc, parce que cette même salle serait également une petite salle de concert. Donc aujourd'hui, on a l'espace Robert Hossein qui peut accueillir 3000 personnes. Et c'est vrai que c'est assez grand pour créer quelque chose d'assez intime, de créer un petit cocon artistique. Donc ce serait cette même salle où on créerait donc une salle de concert et une salle artistique d'exposition. Comme disait Bruno, il va mettre en avant donc, les startups. Donc là aussi, il sera mis en place une petite salle de coworking pour développer les startups et émerger donc, les nouvelles idées dans cet espace, dans une ambiance sportive et assez détendue, parce qu'il y aura aussi un petit restaurant pour se détendre, pour boire un petit verre, pendant que les jeunes font leur sport, donc les parents pourraient se détendre à ce niveau-là. Et surtout profiter de tout l'espace, puisqu'on réhabiliterait donc les terrasses et on pourrait se balader et profiter exactement de tout l'espace de La Coustette. Donc aujourd'hui, le but c'est de créer un espace de vie, de faire renaître cet espace La Coustette de ses cendres. Lourdes est une ville remplie de trésors, dont fait partie La Coustette en particulier. Il faut savoir les utiliser et les mettre en valeur. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir et que je suis sur la liste de Bruno pour porter ce projet à vous. Bravo Yann. La deuxième, c'est Johan qui prend la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je m'appelle Johan Coito, je suis apprenti électricien à Lourdes. Je suis né et je vis encore à Lourdes, donc on peut dire que je suis un pur produit du terroir. Pour rebondir sur ce que Diane et Nicolas ont dit, avec les associations existantes, nous allons travailler main dans la main pour le bien de tous, parce qu'il faut savoir qu'il y a des associations de basket et de judo qui sont déjà à La Coustette, et nous travaillerons notamment sur la réhabilitation et sur la mise aux normes de ces salles de basket et de judo, qu'on trouve assez important quand même. Et en plus, faire une extension de la salle de basket pour pouvoir mettre un mur d'escalade
aux normes FFME, c'est la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, parce que l'escalade est un sport qui est beaucoup, enfin, que je trouve important à Lourdes, car nous avons des montagnes et nous pouvons en faire beaucoup. Notre but précis, c'est que ce lieu, notre projet qu'on a construit, devienne un espace de vie et de rencontres intergénérationnelles. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci beaucoup à Diane, Nicolas et Johan qui viennent de s'exprimer pour nous présenter le projet de la Coustette, un super projet, bravo à eux. Merci pour la créativité, la fraîcheur, les amis, et puis on est quand même assez impatient de découvrir un lieu qui mélange à la fois détente, sport, loisirs, culture, art et site de coworking, de lieu de travail partagé. C'est drôlement sympa, on apprécie. Bruno, nous avons une surprise. Une petite surprise, on t'invite à découvrir en direct, là, pourquoi tes colistiers ont décidé de te suivre dans cette aventure. En vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'il aime les gens, il s'enrichit de nos différences. Parce qu'il a le cerveau dans les étoiles, la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés dans le sol du Bourdon. Parce qu'il sait révéler les talents. Parce qu'il fait vivre 300 familles grâce à son travail acharné. Parce qu'il maîtrise un grand nombre de domaines. Parce qu'il est aguerri à la gestion des hommes et des ressources humaines. Parce que Lourdes Ville internationale mérite un capitaine à sa dimension. Parce qu'il est positif et qu'il aime les gens. Parce qu'il est toujours prêt à rendre service. Parce qu'il va au bout de tout ce qu'il entreprend et rapporte tous ses challenges. Parce qu'il apporte la joie de vivre. Parce que ce sera difficile. Parce que l'enjeu est de taille. Bruno Vignales est un homme aguerri, aux missions complexes et variées. Je vous le dis, c'est un homme de solution. Parce que Bruno est fier d'être lourdé au service de l'intérêt collectif. Parce que Bruno est un élu impliqué et actif sur tous les fronts. Parce qu'il est toujours accessible et que c'est un homme de nature. Parce qu'il est entrepreneur de l'âme. Parce que je lui fais confiance. Parce qu'il a toujours le smile et que c'est communicatif. Parce qu'il est animé par l'esprit d'équipe. Parce qu'il accompagne ses collaborateurs à s'épanouir dans la performance. Parce que ses réseaux professionnels, politiques et sportifs sont une véritable force. Parce que c'est un créatif innovant. Parce qu'il manage 300 personnes. Parce que Bruno ne laissera personne sur le bord du chemin. Parce que c'est un défenseur et un amoureux de la nature. Parce qu'il est habitué à concerter, à négocier, à structurer et à organiser. Parce qu'il est à l'écoute et dans le partage. Parce que sa spiritualité rejoint la mienne. Qu'il me soit permis, en cette fin d'interview, en mon nom et en celui de nos colistiers, d'avoir une pensée toute particulière pour le père de Bruno, Jean Vignales, né le 10 mars 1939. Il aurait aujourd'hui 81 ans, comme moi. Saluons ici sa mémoire et portons à toute sa famille notre vive compassion, en sachant bien qu'il est vivant en esprit auprès de nous et qu'il suit
du haut du ciel cette belle campagne électorale municipale que nous menons tous ensemble, unis, sous la direction de son fils, dont il peut être fier, car il nous conduira à la victoire. Si les électrices et les électeurs boudés nous font pleinement confiance par leur vote des 15 et 22 mars prochains. Grand merci à eux, grand merci à vous tous. À bientôt avec Bruno. Bravo. Alors c'est à vous. Encore une autre surprise, maintenant c'est Monsieur Jean Sagols qui a réalisé entre autres le film Je m'appelle Bernadette, qui va dire quelques mots, suivi par l'écrivaine Bernadette Becasio qui a également tenu à te faire un petit témoignage. On les découvre maintenant. Je me présente, Jean Sagols. Je suis réalisateur à la télévision depuis 40 ans environ. J'ai créé et réalisé les grandes sagas d'été de TF1 des années 80 aux années 2000. Ensuite, j'étais producteur à TF1. Ensuite, je suis rentré chez GLA Productions comme directeur. Et j'ai tourné un film qui s'appelle Je m'appelle Bernadette. Ce film est projeté depuis 7 ans à Lourdes dans la salle Bernadette. Quand je suis arrivé la première fois à Lourdes, ville que je ne connaissais absolument pas, j'ai rencontré un personnage qui m'a séduit immédiatement. Bruno Vignales. Bruno a voulu m'aider à aimer le film et a voulu m'aider surtout à connaître sa ville profondément, à découvrir comment elle avait eu cette force pour accueillir tous ces gens qui viennent du monde entier pour les pèlerinages dédiés à Bernadette. J'ai rencontré un homme passionné, passionnel, qui me parlait déjà de l'avenir de cette ville. Il l'avait dans le sang, il l'a porté en lui. Il avait envie qu'elle s'élargisse à autre chose, de plus moderne. Le sport, le tourisme qui englobait la ville de Lourdes, mais aussi les montagnes toutes proches. Je me souviens de discussions que nous avions pendant des soirées interminables, où il me parlait de ce potentiel de cette région, le potentiel de cette région, qui, à travers la ville de Lourdes, qui drainait les gens du monde entier, pouvait s'ouvrir sur plus large de sa ville. C'est pour ça que je ne suis pas étonné du tout qu'il veuille se présenter, excusez-moi, à la mairie de Lourdes, parce que je pense qu'il en a tous les atouts. J'adore la fin de journée. Moi, je suis journaliste, donc ça fait des années de journalisme et auteur. Et j'ai connu Bruno quand je suis venue faire le soirée Théma pour Arte, c'était en 1996, donc ça fait quand même 24 ans, si je compte bien. Ça fait beaucoup. Ça fait 24 ans d'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'exigeant en fait. C'est pas si simple l'amitié. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de fidélité. Moi, je suis quelqu'un de la durée, hein. Je suis une fille de ce pays. J'ai été élevée, vous savez, le paysan, on dit, il laboure le champ sillon après sillon, il n'en rate pas un. Et j'ai été éduquée comme ça. Et l'amitié que j'ai avec Bruno ressemble à ça. C'est-à-dire que les choses se sont faites par paliers, au fur et à mesure, avec une grande volonté de l'un et de l'autre, parce qu'on avait un lien qui s'appelle Lourdes. Moi, Lourdes, ma grand-mère m'y a amenée quand j'étais petite à la grotte, et j'ai toujours adoré cette ville, vraiment adoré. Et j'ai rencontré avec Bruno un alter ego de ce point de vue. Il avait la passion de sa ville. Il a la passion de sa ville. C'est d'ailleurs pour ça que je parle là de lui,
parce que ça je ne le fais pas tous les jours, on n'accepte pas de le faire comme ça, mais parce qu'au cours de ces 24 années, on a le temps de se rendre compte de la qualité des êtres humains. Et j'ai eu le temps de me rendre compte de celle de Bruno. Et mon attachement amical pour lui est très grand, à cause de cette fiabilité sur la durée. Moi, je trouve que c'est très important dans une époque où on zappe, on va de gauche à droite, je le vois dans mon milieu. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la même maison d'édition. C'est ma culture, la durée. Et Bruno, la même. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire, comme on dit. Si les choses ne fonctionnent pas, il les reprend. Je vois, il me parlait souvent de ses difficultés. Jamais avec amertume, en fait. C'était parfois avec peine, comme on peut en avoir, mais toujours avec cette espèce de joie et d'énergie. Et ça, j'aimais beaucoup, parce qu'on en a besoin, on fonctionne à ça, en fait. Il faut de l'utopie. Il a cette capacité à l'utopie, comme on peut l'avoir tous parfois, quand on se dit « Ah, ça, non, je ne vais pas le faire, c'est trop dur », et puis on se dit « Allez, j'y vais ». Et Bruno, il a tout le temps eu ça. Et c'est ça, l'amitié. C'est quelqu'un qui vous donne, en fait. Merci Bernadette pour ton amitié. Et encore une fois, tu nous fais le plaisir de ta présence. Je suis réellement touché. Merci aussi à l'ensemble des colistiers pour votre implication. Je le répète, tout ce que vous avez vu ce soir a été créé par eux. Il n'y a pas eu d'aide extérieure. Il nous tenait à cœur de montrer comment une équipe impliquée et motivée pouvait faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir choisir qui sera la prochaine ville de la ville de Lourdes. Vous avez affaire à différents programmes, à différentes personnes qui s'investissent, et c'est bien que chacun s'investisse, et c'est généreux. Mais vous faites face à beaucoup de mots et de promesses. Nous, ce que nous voulions, c'était vous montrer des actes et des actions depuis le début. Dans toutes nos démarches, nous avons voulu produire le meilleur, et nous sommes très fiers d'avoir pu vous inviter ce soir à partager ce moment d'amitié et de convivialité. Plus spécialement, je voudrais remercier Diane et John pour toutes les nuits que vous avez passées à faire ces montages et ces animations. Merci aussi à Fatima qui est impliquée pour les vidéos de HCPT. Merci à Megan Cordomec pour tout ce qui a été design de nos documents. Merci Thomas pour avoir mis cette soirée sur pellicule. Merci à Ernest Tariki, notre mandataire financier, et à son épouse. Véronique Lafont, qui a eu l'amabilité de faire toute la coordination avec la mairie, mais aussi tous les techniciens ici présents, Timothée Foulquier, Frédéric Lopez derrière la machine là-bas, Christian Bernier. Je réitère des remerciements à toutes les personnes et personnalités qui ont envoyé des films de soutien. On n'a pas pu tous les mettre, vous les verrez sur notre Facebook, mais je remercie donc Bernadette, encore une fois, Jean Sagos, Grégory Mahé, Christian Gion, pour leur témoignage de soutien et d'amitié. Si vous me permettez, j'en profiterai aussi pour remercier Muriel, qui est là, et qui me soutient dans tout ce que je fais, et qui malheureusement ne profite plus de moi. Nous avons plus de depuis des années. Je remercie pour sa patience, c'est pour eux. Et après, j'aimerais remercier Eric Buzan pour avoir joué le rôle de maître conférencier. Je m'excuse auprès des noms que j'aurais oubliés, il y en a toujours quelques-uns. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que votre le faites pour nous. Et un grand merci à toi, Karine, pour tout ce que tu as fait en tant que directrice de campagne, pour avoir supporté nos humeurs, pour nous avoir poussé, boosté, et encore une fois, cette fois, celui qui nous réveille.